L'investissement peut être stressant, voire même enivrant. Nos portefeuilles boursiers ne font qu'osciller entre les différents marchés. Qu'ils soient haussiers ou baissiers, Wall Street n'aura donc aucune pitié. Les actions baissent, les rotations s'empressent. Les investisseurs ont peur, la panique arrive en ville. Et une question prédomine, quand faudra-t-il vendre cette action? Salut Hugo, comment tu vas? Salut Jean, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Bon, on Je leur avoue vois la vérité. que je crois que tu es on fire ce soir là. Tu nous as fait un petit Ouais, poème rythmique. ouais, absolument. Bon, on leur avoue la vérité, Hugo. Vas-y. Bon, on a fait un podcast juste avant qui était super bien, mais il n'y a pas eu d'enregistrement. Du coup, on doit le refaire. C'est problématique. C'est toujours le truc où on se dit quand il y a des gens qui disent qu'ils ont eu un problème d'enregistrement, on se dit mais c'est pas possible comment ils ont fait. Et ben là, eh En ben là plus, ça nous est à arrivé. chaque fois, on fait un test, hein. Et la seule fois où on n'a pas fait de test, ça n'a pas marché. L'enfer. Bon, Toujours bah, faire un comme test. d'habitude, les amis, merci pour tous vos commentaires, merci pour vos retours. N'hésitez pas à nous mettre toujours des avis, voilà, des commentaires, des likes, ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager des idées de vidéos, ça va nous aide beaucoup et nous espérons que notre travail vous satisfait et que vous êtes content et que ça vous apporte de la valeur, nos podcasts que l'on fait avec Hugo. Tout à fait. Et aujourd'hui, nouveau podcast, donc on va voir ensemble quand faudra-t-il vendre ses actions. Moi, je vais avoir 5 points voilà, à mettre en avant. Et toi, Hugo, tu vas aussi nous parler de quand est-ce qu'il faut vendre ses actions selon toi. Tout à fait, exactement. Donc, quand vendre une action, c'est une question qu'on peut souvent, enfin, je pense qu'on peut beaucoup se poser, notamment quand on commence. Et voilà, je sais pas si tu veux commencer, Jean, par. Moi, je t'en prie, tu peux commencer. Ok, bah alors écoute, moi j'ai voulu prendre un peu le problème à l'inverse. Et du coup, mon premier point, c'est quand ne pas vendre une action. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, premier point, quand ne pas vendre une action, quand le cours de l'action baisse. Pour X ou Y raison. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre cours de l'action et valeur intrinsèque de l'entreprise. C'est pas parce que le cours de votre action baisse que ses fondamentaux ont changé, que l'entreprise est en difficulté ou qu'elle est moins bien qu'au moment où vous l'avez acheté. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que le cours de l'action baisse. Ça peut être des raisons justifiées ou injustifiées par le marché. Vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord. Mais si c'est simplement le cours de votre action qui baisse et que vous vous dites aïe, ça baisse, est-ce que je ferais pas mieux de vendre? Bah dans ces cas-là, non, c'est pas une bonne raison pour vendre. Premier point. Deuxième point. Ah oui, non, Alors, j'ai juste, oublié. Ouais, il est important de préciser que bon, chaque investisseur est différent, hein, que ça soit par rapport à l'âge, sa situation socio-professionnelle et la taille de son portefeuille. Nos décisions de vente d'une action peuvent être très différentes des vôtres. N'oubliez jamais, excusez-moi, que c'est votre portefeuille, donc in fine, vos décisions. Voilà. C'est juste. tout à fait, tu fais bien de le rappeler. Vous êtes entièrement responsable de vos investissements et vous devez toujours faire vos recherches avant d'acheter une action. Et également, point à rappeler pour ce premier moment, quand est-ce qu'il ne faut pas vendre une action, c'est quand c'est que la performance d'une action est décorrélée de la qualité de l'entreprise. C'est pas parce qu'une entreprise a une mauvaise performance en bourse sur 1, 2 ou même 3 ans que la qualité intrinsèque de l'action n'est pas bonne. Il y a plein d'exemples aujourd'hui d'actions qui ont fait des all-time high en 2021 et qui les ont jamais retrouvées. Il y a plein d'actions en ce moment qui sont en pleine stagnation, voire en pleine chute libre sur les marchés, alors que leurs fondamentaux sont toujours aussi bons. On peut penser à LVMH, on peut penser à Evolution, on peut penser à Fortinet. Voilà, il y a plein de cas comme ça. Donc vraiment, toujours faire la distinction entre performance du cours de l'action et qualité intrinsèque de l'entreprise, c'est très important. Donc deuxième point, quand ne pas vendre une action, selon moi,
quand le cours d'une action monte et devient surévalué. Pourquoi? Parce que pour moi, ça va dans les deux sens. Ça va à la baisse comme à la hausse. C'est pas parce que vous aviez acheté Nvidia avant la hausse que vous devez la revendre parce qu'elle a atteint des niveaux de PE que vous estimez être incohérents ou que vous estimez qu'elle est beaucoup trop surévaluée par le marché. Pourquoi? Et encore une fois, c'est mon avis, hein. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout simplement la vendre trop tôt, ce qui est souvent le cas, la vendre trop tôt et du coup rater toute une phase d'expansion du cours de l'action qui vous aurait amené plein de performances. Et en fait, vous auriez probablement eu une meilleure performance juste en restant sur votre position. Et même si l'action baisse après, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes là pour faire, j'espère, du buy and hold. Vous achetez vos actions pour des périodes de temps longues, pour du 10, 20, 30 ans minimum. Et donc, que votre action ait des petites fluctuations à la baisse ou à la hausse, ça ne devrait pas impacter vos décisions de vente. Donc voilà, Mais deuxième point. juste Ouais. pour rebondir là-dessus, les entreprises, tu vois, comme Nvidia ou même Tesla, qui ont surfé un peu sur la vague, on est en pleine bulle là dans les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, où Nvidia est à son paroxysme. Est-ce que c'est pas forcément une bonne idée de stopper sa position, de prendre ses gains, hein, comme on dit, avant que la bulle se dégonfle, tout simplement parce qu'on sait que, bah, tu vois, Tesla en ce moment, on est loin de ces niveaux records. Je pense pas, à mon avis, de sitôt qu'on va les retrouver. Et est-ce que c'était pas forcément une bonne idée de prendre ses gains quand l'action était arrivée à des PER complètement dingues, donc complètement survalorisés? Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Eh bien, je pense que non, et justement, c'est mon troisième point de quand ne pas vendre une action, c'est pour prendre ses profits slash prendre ses gains. Pourquoi? Parce que vous allez couper vos gagnants pour renforcer vos perdants, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en bourse. Si vous avez un portefeuille d'actions de qualité que vous voulez garder sur le long terme, il faut laisser courir ses gagnants. Donc même si une entreprise a une ascension fulgurante et que vous estimez qu'elle devient surévaluée par le marché, il faut la laisser faire sa vie dans votre portefeuille. Alors oui, vous n'allez pas en racheter, ça c'est sûr. Ça serait complètement idiot d'en racheter alors que vous estimez qu'elle est beaucoup trop chère en ce moment. Mais par contre, ça serait également une erreur de couper votre position, même partiellement, parce que déjà vous allez encaisser des plus-values, donc vous allez payer des impôts, donc ça va impacter votre performance. Et en plus, très souvent, comme je vous l'ai dit, quand on fait ça, on le fait trop tôt, on se prive d'une performance qui aurait pu être encore bien supérieure, et au final, si vous prenez le temps long et que vous prenez le cours de l'action sur 10, 20, 30 ans, bah, la petite hausse qui vous a fait peur à un moment et sur laquelle vous vous disiez tiens, le cours de mon action est trop cher, quand vous allez regarder la courbe sur 30 ans, vous allez même plus la voir, cette hausse sur votre graphique. Donc en fait, ça sera complètement insignifiant et vous aurez juste perdu de la performance et payé des impôts pour rien. Ok. Voilà mon point de vue là-dessus. Et du coup, ça me permet de conclure avec mon quatrième point, donc quand ne pas vendre une action, quand l'entreprise fait un ou deux miss sur ses earnings, donc quand elle rate un ou deux, une ou deux prévisions des analystes. Il y a beaucoup d'entreprises en ce moment qui ont raté des prévisions et qui ont été légèrement en dessous des attentes. On pense à Evolution AB par exemple qui a fait légèrement moins que les attentes alors qu'elle fait toujours des résultats impressionnants. Mais c'est pas parce que une entreprise rate un ou deux, euh, un ou deux earnings, enfin une ou deux publications de résultats et qu'elle fait un peu moins bien que les attentes, que c'est forcément une mauvaise chose. Déjà parce que, les analystes se trompent tout le temps. Donc si vous pensez qu'une entreprise va toujours être juste par rapport aux estimations des analystes, et ben, juste, ça n'arrivera pas. Et deux, c'est pas sur un, deux ou même trois trimestres qu'on peut juger de la performance d'une entreprise. Et c'est pas parce qu'une entreprise fait de moins bonnes performances sur une courte période de temps que ça sera forcément le cas à l'avenir. Voilà. Ok. Bah écoute, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi sur ces points. C'est clair que ouais, t'as bien fait. Non mais franchement, t'as bien fait de partir du problème inverse pour commencer un peu ce propos. Écoute, moi, si tu veux, je te dis les cinq raisons pourquoi je vends une action.
Et moi déjà, ça va être... Alors, ce que je fais, moi, avant, je faisais dans ça, dans mon tableau Google Sheet. Maintenant, j'utilise l'application pour le portefeuille. Mais ce que je fais, c'est que je classais chaque action selon le type. Est-ce que c'était du quality? Est-ce que c'était la croissance à prix raisonnable, le GAR, ou value, etc. Et je pense que voilà. Est-ce que mon critère d'achat est toujours respecté? Je m'explique. Quand j'ai acheté une action, si c'était une action pour moi que j'ai analysée en tant que value et qu'elle est arrivée à la phase que je cherchais, voilà, la phase où elle a retrouvé comment dire, qu'elle n'est plus décotée, qu'elle a retrouvé ses fondamentaux, pas ses fondamentaux, mais sa valeur intrinsèque. Dans ces cas-là, je peux revendre. Pareil pour une entreprise à forte croissance, si ça commence à être une entreprise très mature, dans ces cas-là, je revendrai parce que je l'avais acheté dans une phase de croissance. Je l'avais acheté comme une entreprise de croissance et maintenant qu'elle est devenue mature, et du coup, elle ne croît plus à, je sais pas, à 10-15% par an, mais plus qu'à 6 ou 7. Voilà, ça va être des raisons pourquoi je vais vendre une action, tout simplement. Donc voilà, déjà, est-ce que votre critère d'achat est toujours respecté actuellement? Vous pouvez vous poser cette question. Ou même déjà, est-ce que vous avez ce critère d'achat? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est toujours intéressant à savoir. Tu veux, tu veux rajouter un truc Effectivement, non, j'ai pas forcément de points à rajouter là-dessus. C'est vrai que moi, c'est pas forcément quelque chose que je fais, c'est-à-dire déterminer pourquoi, enfin pas pourquoi, mais la stratégie, enfin la case d'investissement dans laquelle rentre une entreprise que j'ai en portefeuille. Tout simplement parce que je trouve qu'une entreprise peut avoir plusieurs cases au moment où tu l'achètes, mais peut aussi évoluer d'une case à une autre au fil de sa vie. Euh, donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que je fais, mais c'est intéressant. Ok. Eh ben écoute, si tu veux, je rembraye sur le deuxième point et après je te laisserai un peu continuer pour savoir quand est-ce que tu revends les actions. Vas-y, je t'en prie. Eh ben alors moi, ma deuxième raison pourquoi je vends une action, c'est est-ce que l'entreprise respecte encore ma thèse d'investissement? Alors déjà, bah, pour vous la dire, hein, moi, j'investis dans des sociétés qui sont rentables. Donc déjà, j'investis les bouses qui ne rapportent pas d'argent, enfin qui ne gagnent pas d'argent. Je fais en sorte qu'elles soient leaders sur des marchés en croissance, chose qui est pas donnée pour toutes les entreprises, qu'ils ont donc des entreprises avec un avantage compétitif sur leurs concurrents, avec un bon management, honnête et aligné avec ses actionnaires, et le tout en ne les achetant qu'à une valorisation correcte. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter du Tesla. De toute façon, par rapport à ces investissements, je n'achèterai jamais du Tesla, mais voilà, je fais attention à la valorisation. Je ne vais pas acheter du Nvidia, pareil, ou du ASML, qui reste une entreprise excellente, mais une valorisation qui n'est pas du tout en ligne avec l'entreprise, voilà, est complètement survalorisée en ce moment. Donc ça va m'enlever de plein de positions. Alors, c'est ma thèse d'investissement, on est d'accord. Après, si vous regardez mon portefeuille, je le partage tous les mois. Il y a des lignes un peu funky, si je puis dire. Tu vois, par exemple, Texas Instruments, le marché, il n'est pas forcément en croissance. Alors oui, c'est des semi-conducteurs, mais c'est un des semi-conducteurs analogiques et industriels. Donc bon, c'est pas non plus le truc le plus en croissance actuelle. Puis bon, elle date de 1930, donc c'est pas non plus l'entreprise en croissance par excellence. Elle a beaucoup d'avantages compétitifs sur les concurrents, oui. Elle a un bon management, actuellement, pas du tout. Le management, en ce moment, c'est un peu laborieux. Historiquement parlant, elle est honnête et alignée avec ses actionnaires, mais en ce moment, elle ne l'est plus. C'est pour ça que ses free cash flow en ont pâti beaucoup lors des dernières annonces de résultats. Et par contre, en ce moment, elle a un PER qui est assez haut par rapport à ses free cash flow. Donc, je vais pas me renforcer dessus, mais je l'ai acheté quand même à un prix qui était attractif. Voilà. Donc, comme tu as dit avant, je vais pas renforcer une société qui est, pour moi, survalorisée. Mais voilà. Est-ce que l'entreprise respecte toujours votre thèse d'investissement? Posez-vous la question et agissez en conséquence dans le cas contraire. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça rejoint un peu mon point quand vendre, là, pour le coup. Donc moi, c'était quand les fondamentaux de l'entreprise ne sont plus au rendez-vous.
Donc c'est un peu le même principe, donc c'est-à-dire quand elle ne correspond plus à, aux critères que vous aviez quand vous avez investi sur l'entreprise. Donc si une entreprise du jour au lendemain change sa politique, j'en sais rien, moi change sa politique de rachat d'actions, ou que le management part et est remplacé par exemple le CEO est remplacé par un CEO que vous estimez beaucoup moins compétent, ou que elle change de stratégie sur comment elle fabrique ses produits, j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi. Quelque chose qui fait que aujourd'hui vous pensez que l'entreprise sur laquelle vous avez investi est entre guillemets cassée et que bah, vous aurez plus les perspectives, enfin, l'entreprise ne respecte plus vos critères de qualité ou l'avantage compétitif que vous pensiez que l'entreprise avait. Et du coup, ça fait que ça peut être une raison de la vendre parce que du coup, elle ne respecte plus ce pourquoi vous l'aviez acheté à la base. Est-ce que tu as une thèse d'investissement, toi, par hasard? J'ai une thèse d'investissement, alors elle est écrite sur un bout de papier quelque part que je n'ai pas en face de moi, mais effectivement, dans ma thèse d'investissement, il y a les critères classiques, à savoir une entreprise qui a de la croissance, qui a des marges élevées, euh, qui a des retours sur capitaux élevés, qui surperforme le S&P 500 à long terme, qui a une market cap, si possible, inférieure à 100 milliards de dollars, même si mon portefeuille ne respecte pas du tout ce critère, qui a un moat élevé, et pour ça je me fie beaucoup, même si j'essaie toujours moi-même de comprendre l'avantage compétitif, je me fie également beaucoup à la note de Morningstar que j'estime très juste, et sur lesquelles ils ont fait pas mal d'études et pas mal de recherches qui prouvent que que cette note peut vraiment être fiable, et donc je n'investis également que dans des entreprises qui ont une note de moat grande, je n'investirai pas dans des entreprises qui ont une note narrow par exemple, ou pire, pas de moat. Et également, j'essaie d'avoir des entreprises qui ont du skin in the game. C'est pas toujours le cas, mais en général. Et qui font des rachats d'actions. Pareil, c'est pas toujours le cas. J'ai des exceptions dans mon portefeuille, mais voilà, il faut le savoir. Et ensuite, en termes de gestion globale du portefeuille, j'essaye, enfin, je compte me limiter à 20 actions maximum. Et avec le moins de rotation possible. C'est-à-dire que je vais essayer de garder au minimum 1 an à 2 ans les entreprises de mon portefeuille avant de les vendre si jamais je dois les vendre pour X ou Y raison. Ok. Tu les achètes à... Non, tu fais attention à la valorisation quand tu achètes? Ouais, effectivement, je fais attention à la valorisation à chaque fois, à la fois pour les acheter, mais aussi pour les renforcer. Effectivement, c'est quelque chose que je regarde beaucoup et que je regarde de plus en plus d'ailleurs. Parce que j'étais beaucoup moins intransigeant quand j'ai commencé, et ça m'a joué des tours notamment sur Dassault Systèmes par exemple. Ok, Que j'ai d'accord. acheté un PER de 50, je crois. Ok. Parce que c'est vrai, quand on s'est rencontré avec Hugo, on avait, comment dire, moi j'étais plutôt l'investisseur, pas value, non, pas du tout, mais je faisais quand même beaucoup plus attention à la valorisation, quitte à avoir des actions de piètre qualité, hein, je sais pas honte de le dire à l'époque, quand on se rencontrait, j'avais du Société Générale, du Sanofi, Du Air j'avais quand même Liquide, du Air Liquide, j'avais du Air Liquide, voilà, j'avais des sociétés quand du même. Soitec. Ah, du Soitec, oui, exactement. Putain, c'est vrai que j'en ai eu des entreprises quand même. Et quand on s'est rencontrés, voilà, je faisais. Mais c'était des entreprises que j'avais achetées depuis longtemps et avec des valorisations assez basses. Alors que bah, quand on se parlait, tu me disais, enfin, tu me montrais ton portefeuille, etc. Et je me disais, mais putain, mais comment c'est possible d'acheter aussi cher une action? C'était un peu comment dire, le point de distorsion entre nous. Voilà, il achetait des entreprises de qualité mais trop chères. Moi, j'achetais des entreprises de piètre qualité mais pas chères. Donc l'un ou l'autre, ça peut poser problème dans les deux sens, hein, parce que c'est pas parce que vous achetez du Apple quand elle était à 3500 milliards de capitalisation que c'est forcément l'affaire du siècle, tu vois. C'est comme ceux qui achètent du Nvidia maintenant, c'est pas l'affaire, c'est pas eux qui feront l'affaire, hein, ça va pas doubler le chiffre d'affaires. Enfin, en tout cas, on sait pas. Mais, Non, c'est clair. mais non, maintenant on fait attention, enfin moi je fais attention maintenant à la qualité beaucoup de mes entreprises et toi, bah, un peu plus à la valorisation de quand t'achètes.
Tout à fait, et c'est quelque chose que je regarde de plus en plus, mais je pense qu'il faut faire attention aussi à pas tomber dans l'extrême de vouloir absolument acheter les entreprises au meilleur prix, parce que sinon t'achètes jamais en fait. Et et il y a des exemples, tu vois, par exemple comme je sais pas, mais Fortinet, par Ouais, exemple, Fortinet, elle ouais. pourrait être considérée comme chère aujourd'hui parce qu'elle est sur des PE de 35, je crois. Donc en termes de PE, c'est cher. Mais il faut toujours comparer par rapport à l'historique de l'entreprise, et Fortinet, par exemple, par rapport à son historique aujourd'hui, n'est pas cher. Et, euh, et voilà, grosso modo, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément s'arrêter à des critères value purs et ne pas acheter une entreprise, par exemple, parce qu'elle a un PE de plus de 30, parce qu'au final, Hum. ça veut rien dire. Donc, oui, il faut pas acheter à n'importe Ou- quel prix, mais il Ouais, faut pas non plus être trop intransigeant, sinon t'achètes jamais, quoi. non, je suis d'accord. En fait, il faut faire. Enfin, moi, de ma vision, c'est que là, on est dans un marché quand même qui est assez haut, enfin, carrément haussier depuis une bonne année. Donc, forcément, les valorisations vont être très hautes. C'est juste que, et c'est pour ça, c'est un peu notre point aussi entre nous, c'est sur Fortinet. Je trouve que l'entreprise est très intéressante, même si elle est un peu compliquée à prendre en main et à analyser, en tout cas pour ma part. Et là, en ce moment, elle a des PE, ouais, comme tu as dit, de 35 et 37. Et moi, je trouve ça, même si historiquement parlant, elle a eu des PER de 80, je crois, donc bon, on est quand même bien inférieur. Mais voilà, un PER de 37 pour moi sur une action, ça veut dire que les actionnaires sont prêts à payer 37 fois les bénéfices. 37 fois, ça veut dire, en gros, ils sont prêts à attendre 37 ans pour retrouver le prix d'achat d'une action. 37 ans, c'est la vie d'un investisseur. Je pars toujours du principe où, alors, j'ai jamais acheté d'action avec des PER aussi élevés, mais je pense qu'au-dessus de 30, je veux pas dire que je n'achèterai jamais, mais je vais juste dire que si elles viande sur son résultat annuel, sur ses résultats trimestriels, je vais prendre peur parce que pour une entreprise que j'ai payé 37 fois les bénéfices, je veux qu'elle cartonne et je veux qu'elle cartonne tous les trimestres parce que sinon, t'as vite fait de te faire planter en deux sur ce genre d'action, tu vois. En fait, je vais pas m'empêcher d'acheter une action avec un PER au-dessus de 30, enfin supérieur à 30, mais par contre, je vais être beaucoup plus intransigeant, tu vois, sur le retour qu'elle va m'offrir. Alors qu'une société avec un PER de 15 ou 16, bon, tu payes que ce que t'as, entre guillemets, forcément, je vais être moins intransigeant, tu vois. Tout à fait, et plus le PER est élevé, plus les perspectives de croissance, enfin les attentes de la croissance est élevée, et plus le moindre pourcentage de miss sur les attentes des analystes, donc si l'entreprise fait légèrement moins bien, plus elle va se faire sanctionner, et plus ça va être terrible sur son cours de bourse. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Eh ben, écoute, eh ben, je vais vous donner mon troisième point. Quand faut-il vendre ses actions? Moi, je me suis fixé une règle. Euh, Si au bout d'un an, je n'ai pas renforcé une action que j'ai achetée, je revends. Je revends. Pourquoi? Parce que ça va éviter de garder des actions qui vont représenter, je sais pas, moins de 2% du portefeuille. Là, ça arrive plus à rien. Et j'estime, quand j'ai fait le petit calcul, enfin, je suis allé voir directement la réponse, mais pour le NICE, il y a 252 séances par an. Donc je pars du principe où il y aura toujours une occasion de se renforcer dans une action. Et je pense que vous pouvez prendre n'importe quelle action de votre portefeuille. Si vous mettez sur 365 jours, à mon avis, vous allez voir qu'à un moment, vous auriez pu vous renforcer dessus. Donc voilà. Chaque année, je fais le point sur mon portefeuille et si je me suis pas renforcé là-dedans, eh ben je la vends. Ah, je suis pas d'accord, tu vois. Ok. Je suis parce que non mais Dis-moi tout. en fait je comprends le principe, mais tu vas voir ça va rejoindre en fait mon deuxième point, mon point d'après. Je comprends tout à fait le principe parce que c'est une des problématiques que j'ai en ce moment sur mon portefeuille, mais je suis pas d'accord avec l'application stricte de la règle parce que pour moi, tu as tout à fait des cas où tu peux ne pas te renforcer sur un an sur une entreprise parce que t'as pas eu d'occasion. Par exemple, si tu avais acheté du Nvidia il y a 2 ans, bah ça fait 2 ans que t'as pas eu une seule occasion de re-rentrer dessus. C'est pas pour ça qu'il faut la vendre, tu vois. Pareil, Novo Si, Nordisk. attends.
Nvidia, t'aurais pu te renforcer dessus 1000 fois l'année dernière encore. Novo Nordisk. Novo Nordisk, ça fait 2 Je ans que l'ai, t'aurais pas pu te renforcer dessus. je l'ai pas analysé honnêtement, Novo Nordisk. Moi, les pharmaceutiques, je pense qu'on pourra même peut-être en parler un moment, mais pharmaceutiques. Bah tu vois par exemple Novo Nordisk, c'est une action qui monte en ligne droite, en ligne droite, en ligne droite, elle arrête pas. Ça fait deux. Enfin, j'ai pas le cours de bourse sous les yeux, on vous le mettra peut-être à l'écran au montage et on vous mettra celui d'Nvidia aussi. Mais pour moi, c'est une action sur la dernière année, t'aurais pas pu te renforcer dessus parce qu'elle est beaucoup trop chère. T'as le cours de bourse sous les yeux. Ouais, mais bien sûr, j'ai le cours de bourse. Franchement, tu le regardes, bah, tu te dis, on est encore dans la tendance du je veux maigrir, etc. Et du coup, c'est plus simple de se piquer. Et ben, il y a un an jour pour jour, tu pouvais la renforcer. Et si tu regardes sur le graphique au bout de, eh ben, tu vois qu'elle stagne quand même. Alors, elle reste assez élevée, hein, mais elle stagne entre le 9 août et le 11 décembre. Tu vois, elle a oscillé entre 600 et 669 couronnes suédoises, tu vois. Pas suédoise, Ouais. Danemark. Tu vois, honnêtement, c'est pas. Alors, elle est chère, oui, tu vois. Alors honnêtement, moi j'ai fait l'analyse de Novo Nordisk en novembre-décembre, je crois, donc justement dans ces eaux-là, quand elle était sur des niveaux de prix, sur ces niveaux de prix-là. Et à l'époque déjà, je disais à ce prix-là, c'est 1000 fois trop cher. Oui, mais tu vois, regarde Nvidia. Quand t'as fait la vidéo, souviens-toi, Ça me déprime d'ailleurs, franchement ça elle me était déprime. 1000 fois trop chère aussi, tu vois. Et en fait, si t'avais mis une bille, une mini bille, c'était x2. Enfin, Et oui. tu faisais un bagger, tu vois. Et honnêtement, Mais bah là, ce que je suis en train de voir, elle a un PER de 39 et elle a quasiment pas de dette. Enfin, tu vois, l'entreprise, elle est quand même, elle est tu carrément parles de propre. Novo Nordisk? Ouais, Novo Nordisk, elle a un PER de Ouais. 39, donc c'est très élevé, mais tu vois, on est carrément dans la tendance. Et je pense qu'il y a de grandes chances que cette tendance dure plus longtemps que les semi-conducteurs, parce que et les semi-conducteurs, c'est abstrait, etc. Alors que les gens, tout le monde veut maigrir, tu vois. Tu vois, tout le monde veut maigrir et il y a un gros problème aux États-Unis, tu vois. Alors qu'on peut très bien se passer des semi-conducteurs, on peut très bien retourner à avant comment c'était, tu vois. Alors que maigrir, c'est le truc que tout le monde veut faire. Surtout en faisant aucun, comment dire, aucun sacrifice, juste tu te piques et tu perds du poids. Donc non, tu vois, honnêtement, si tu regardes le cours, après j'aime pas la faire d'analyse graphique, mais tu vois, sur un an, t'avais quand même de quoi pas ouvrir une position, tu vois. Parce que ça reste quand même cher d'ouvrir une position à PER de 40. Mais te renforcer, tu vois, te renforcer, si tu avais acheté il y a de ça du coup plus d'un an, bon, bah, tu pouvais consolider ta position et pourquoi pas augmenter tes gains, tu vois. C'est ça la nuance. C'est pas Oui, d'ouvrir une position à mais PER de 40, alors, c'est de renforcer. imagine le cas où tu as une entreprise que tu adores dans ton portefeuille, que tu as acheté il y a 3 ans, mettons, et que t'as pas pu la renforcer pendant un an parce que t'as pas trouvé d'opportunité ou parce que t'as renforcé d'autres actions, tu vas pas la revendre. Je sais pas. Je sais pas, non, oui, je vais pas la revendre. Je vais pas la revendre. Bon, j'essaye de respecter ce critère au maximum, tu vois, mais forcément, Texas Instruments, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai en portefeuille. J'ai pas eu l'occasion de me renforcer dessus. Et pourtant, quand tu regardes le bourse, il y a quelques temps, il y a même pas 3 mois, j'aurais pu encore remettre une bille dessus, tu vois. Mais on va dire, je conserve quand même ce critère et j'essaye de le respecter pour, bah, comme je te l'ai dit, tu vois, éviter d'avoir des actions qui représentent 2% de ton portefeuille, mais aussi pour se forcer à suivre, tu vois, se forcer à suivre les actions parce que comme ça au moins chaque trimestre, en vrai j'avais dit chaque année de trader, mais c'est plutôt chaque trimestre, je fais le point de mon portefeuille, voilà, je reprends les fondamentaux, en gros, j'ai 9 positions, donc c'est assez simple à regarder.
Voilà. Et je me dis, bon, est-ce que Visa, elle a encore les bons fondamentaux? Oui, bah, ça me prend même pas 10 minutes par action, hein, mais parce que j'ai fait quand même le travail en amont, lors des analyses, lors de l'achat, et tu vois, est-ce que ça peut être un bon point pour acheter ou pas, etc. Me consolider, en fait. Ok. Mais voilà, mais je pense que vous pouvez vous poser la question, parce qu'à mon avis, il y a des actions, ça doit faire les fonds de tiroir, tu sais, des actions qui représentent même pas 1% du portefeuille. Mais je vous dis ça, mais j'ai eu, hein, tu vois, j'ai largué Air Liquide il y a de ça quelques mois, parce que j'avais une performance de quoi, 40% dessus, mais elle représentait 1% de mon portefeuille. Donc en fait, ça rime à rien, tu vois. J'ai préféré réallouer Air Liquide en rachetant j'ai racheté quoi? En rachetant du LVMH. Tout à fait. Bah écoute, ça fait une parfaite transition sur mon point suivant, qui Dis-moi. est vendre une action. Alors attends, je reprends mes notes. Quand vous avez une meilleure opportunité d'investissement dans votre portefeuille, ou que l'entreprise diminue la qualité globale de votre portefeuille. Je m'explique. Si vous suivez mes vidéos de portefeuille sur la chaîne, vous savez très bien de quoi je parle. Moi, c'est l'exemple de Dassault Systèmes et de Deutsche Börse, qui sont des entreprises que j'avais achetées à une époque où j'avais beaucoup moins d'entreprises dans mon portefeuille et où justement je cherchais à ajouter des lignes dans mon portefeuille pour plus me diversifier. Sauf qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que je me suis précipité en achetant ces actions, que je les ai, surtout pour Dassault Systèmes, je l'ai acheté trop cher, un PE de 50, qu'elle s'est cassée la gueule juste après, et pour moi, ce sont des entreprises en plus qui tirent la qualité de mon portefeuille vers le bas. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vous prenez toutes vos entreprises, vous mettez dans Google Sheet, par exemple, ou dans Excel, vous mettez une colonne croissance des free cash flow, vous prenez la croissance des free cash flow sur les 10 dernières années, vous mettez une colonne euh, ROIC, vous prenez le ROIC sur les 10 dernières années, et vous faites free cash flow fois ROIC, et ça va vous donner un espèce de score de croissance. Vous triez votre tableau par ce score, et vous verrez de suite les lignes qui sont tout en bas, et qui plombent votre portefeuille en fait en termes de qualité, parce qu'elles ont moins de croissance, parce qu'elles ont moins de retour sur capitaux, et qu'elles sont en fait inférieures par rapport au reste. Et moi, typiquement, dans les entreprises de ce type-là, j'ai Dassault Systèmes, j'ai Deutsche Börse, mais j'ai aussi L'Oréal, même si ça me fait mal de le dire, je pense que L'Oréal, j'ai fait aussi une erreur en l'achetant, parce que c'est une entreprise qui aujourd'hui a trop peu de croissance pour, en tout cas je pense, mon portefeuille, et que j'ai acheté aussi, je pense, trop cher. Et voilà. Et Donc pourtant, elle a grosso des modo, fondamentaux magnifiques, hein. et pourtant elle LVMH, c'est une des meilleures a... actions françaises, hein. Non, L'Oréal, pas LVMH. Oui, L'Oréal, excuse-moi. Effectivement, c'est une entreprise magnifique, mais il n'y a pas assez de croissance, quoi. Il y a à peine 8%, il y a difficilement 8% de croissance Ouais. par an. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'est plus une vente d'actions dans l'optique d'améliorer la qualité globale de ton portefeuille, parce qu'il faut vraiment penser à ton portefeuille comme un tout. Le but, c'est de pas avoir 50 positions dans le portefeuille, c'est de se limiter à 10, 15 ou 20 positions max. Je pense que 20, c'est vraiment le maximum du maximum. Donc moi, je vais vraiment me limiter à 20 pour le coup. Aujourd'hui, je suis à 16, je crois. Et comme tu l'as dit, mais en général, c'est les fonds de tiroir. Moi, les entreprises qui sont les plus pourries dans mon portefeuille, c'est les entreprises qui représentent rien dans mon portefeuille. Tu vois, Deutsche Börse, Dassault Systèmes. Bon, j'ai MSCI aussi qui représente 1%, mais MSCI, je sais que je vais la renforcer parce que c'est une entreprise que j'adore. Donc ça, je me fais pas de soucis pour elle. Mais, d'ailleurs, il faut que je la renforce. Mais bref. Elle est lancée. Le Euh, marché américain, il est encore ouvert, tu peux acheter. Non, mais j'ai envie de renforcer Fortinet aussi, c'est terrible. Mais voilà, Dassault Systèmes, Deutsche Börse, je sais qu'elles vont virer. J'attends juste la date d'anniversaire par acquis de conscience, donc j'attends, je crois que je les ai achetés en novembre ou en décembre. Dès que la date d'anniversaire est passée, je les vire. Bon, ok. Bon, pour la fin d'année, ils sont plus dans le portefeuille, quoi. À moins qu'elle ait retrouvé un peu de sa splendeur, je parle surtout pour Dassault Systèmes. Non, parce qu'en fait, même avant qu'elle ait ses problèmes de croissance et même avant qu'elle plonge en bourse après les annonces de résultats,
même avant ça, en fait, sa qualité était trop faible et j'aurais déjà dû me dire Hmm. non, ça suffit pas. On a des ROIC qui sont dégueulasses, on a des marges qui sont pas exceptionnelles alors que c'est une entreprise de logiciels, on a des capex qui Hmm. sont assez élevés alors que c'est une entreprise de logiciels, la croissance est pas forcément dingue non plus. Ouais, c'est une erreur d'analyse. C'est une erreur. C'est une erreur de parcours. Hmm. Ceci dit, je trouve toujours le business model et les produits que vend Dassault Systèmes vraiment bien, mais je pense que sa qualité n'est pas suffisante aujourd'hui pour rester dans mon portefeuille. Ok. Ok, ok. Bah écoute, ouais, c'est un très bon point et je trouve ça totalement normal. Pour te rejoindre, moi, un de mes principaux critères aussi pour vendre une action, ça va être, bah, comme tu as dit tout à l'heure, hein, c'est quand je ne suis plus d'accord avec les fondamentaux de l'entreprise. Bon, je vous prends un cas extrême qui va pas être de sitôt, qui va pas de sitôt arriver, mais par exemple, si Total Energy veut tout arrêter, toutes ses activités pour passer à l'énergie renouvelable, bon, voilà, j'aurais pas confiance en ça. Moi, si je l'achète, c'est pour être exposé au pétrole, et si elle veut plus produire de pétrole, bon, bah, elle est plus intéressante. Voilà, bon, c'est un cas extrême en exemple, mais sinon on peut prendre, bah, je pense, le magnifique exemple de Mark Zuckerberg. Tu sais, quand il avait passé Facebook en méta, avec le fameux métaverse, là, il voulait se mettre à fond dedans. Bon, c'était la méga trend du moment. Le résultat, on le connaît tous, hein, c'est les free cash flow qui sont passés de 39 milliards à 19 milliards, et le cours de bourse qui est passé de 378 dollars en 2021 à 90 dollars en 2022. Donc l'action a fondu, alors elle est repartie à la hausse, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que maintenant, on sait qu'elle est repartie. C'est toujours ça, tu vois, le truc aussi à prendre en compte. Mais voilà, quand je suis plus d'accord avec les fondamentaux de l'entreprise et avec les décisions du board, du comité exécutif, bah, je préfère me retirer de l'action. Alors, je refais mon analyse, etc. Faut bien prendre les décisions. Pas à la hâte, hein. C'est pas parce que le PDG a dit ça maintenant qu'il faut tout de suite revendre, hein. Il peut changer d'idée, il peut se faire influencer par les investisseurs, etc., comme ça arrive en ce moment chez Texas Instruments. Donc, il faut prendre son temps, mais si les fondamentaux de l'entreprise à la fin ne sont plus respectés, eh ben, je vends l'action. Je vends l'action. Effectivement, bah écoute, c'est un très bon point. Ça m'est jamais arrivé. Est-ce que ça t'est déjà Non. arrivé, toi? Non? Moi non plus. Moi non plus. Honnêtement, la plus grosse erreur que j'ai fait en bourse, c'était quand j'avais acheté du Ubisoft. J'en ai déjà parlé dans un podcast, je crois, ou dans une vidéo. En tout cas, toi, je t'en ai déjà parlé en perso. Et Tu voilà, l'avais j'avais dit acheté du dans le premier Ubisoft. podcast qu'on a fait, je crois. Oui, je crois. Ouais, ouais, ouais. Nos principales erreurs, je crois que c'était un truc comme ça. Mais j'avais acheté Ubisoft, c'est une entreprise qui n'était pas rentable, bah, forcément, hein. Une entreprise qui n'est pas rentable, vous le sentez passer assez vite. Hmm. Donc, euh, donc voilà, j'ai revendu en perte, mais au moins elle a continué à chuter encore, donc j'ai pas coulé avec le bateau, même si j'ai pris l'eau bien comme il faut. Mais sinon, non, j'ai pas eu le cas d'une entreprise qui a changé ses fondamentaux. Mais Alors je pense que... je- Ouais, vas-y. j'ai eu des entreprises avec des fondamentaux de merde, hein, ça c'est sûr. Mais au Mais moins il tu y le avait savais rien dès à le changer. départ. Au moins il n'y avait pas de surprise, tu vois. Il y avait des entreprises comme ça où je savais que c'était inévitable. J'ai pris aussi les méga trends, hein, l'énergie renouvelable, je suis tombé dedans. C'est pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube qu'on est parfait, hein, je vous le dis, loin de là même. On a fait des erreurs. Moi, j'ai acheté du McPhee. Alors, j'ai revendu en positif, mais de justesse avant qu'elle sombre. McPhee, c'était une société dans le renouvelable, dans l'hydrogène. Méga trend du moment. Je tombe dedans. Elle était pas rentable. Elle a chuté, elle est remontée. J'ai revendu pile poil en mode je veux même plus en entendre parler. 3 semaines après, elle allait gratter les 2-3 euros. Enfin, elle a pris les moins 85%, quoi. Ouah. Donc, j'ai esquivé de vitesse et de justesse surtout. Et même pas un mois après, j'aurais pu faire fondre mon portefeuille. Et encore une fois, il y a que faut prendre conscience de ses erreurs, c'est très important. Et une fois qu'on a pris conscience de nos erreurs, bah, ne les répétez pas, s'il vous plaît.
C'est clair. Mais je pense que c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît de vendre quand les fondamentaux d'une entreprise ne sont plus là. Et surtout de se rendre compte que les fondamentaux de l'entreprise ne sont plus là, parce que je pense qu'on peut être souvent biaisé quand on achète une entreprise en se disant que cette entreprise c'est la meilleure du monde, tu vois, et en se disant bah, que les fondamentaux sont toujours là, alors peut-être que objectivement ils sont pas là. Mais je pense que voilà, ça doit être une décision vraiment très compliquée à prendre. Et personnellement, je sais pas si j'arriverai à m'en rendre compte, tu vois, que les fondamentaux sont plus au rendez-vous. Ça va le voir surtout, tu sais, je pense aux personnes qui ont investi dans des Intel, etc., où c'est des entreprises ou des Kodak, où tu vois, les parts de marché, ils avaient Oui, quasiment tout. Et en fait, au niveau des parts de marché, ils perdent, ils vont tout perdre, en fait, hein, comme BlackBerry, etc. Et là, c'est un super, comme, comment dire, comme Kering en ce moment, tu vois. Kering, elle avait des super fondamentaux. Bon, elle s'est viandée sur Gucci. Yves Saint Laurent, ça marche pas forcément. À eux deux, ça représente 76% du chiffre d'affaires. Bon, à partir de là, tu sais que l'entreprise, c'est pas ciao, mais c'est pas prêt de. Puis en plus, c'est des gros paquebots. Donc le temps que la nouvelle collection se mette en place, qu'elle soit aimée par le public, que le public aime, enfin oublie l'ancienne collection qui a fait chuter la boîte, bon, c'est toujours long. Là aussi, c'est stressant, hein, honnêtement. Moi, je suis un investisseur de Kering en ce moment. Je serais pas rassuré, hein. c'est clair. Mais, euh, mais tu vois, si on reprend l'exemple d'Intel, est-ce que toi, si tu étais un investisseur d'Intel, tu vois, tu te dis, est-ce que tu aurais eu la présence d'esprit de te dire, quand Apple a annoncé ses puces maison, de te dire, ok, Intel c'est fini, je revends ma position, tu vois. Pas sûr, parce que tu as toujours ce truc de te dire, oui, c'est pas grave, c'est passager, ils vont arriver à rebondir. Est-ce que tu as vraiment le moment où tu arrives à te dire, cette action c'est fini? Mm. C'est Je compliqué, pense hein? que, C'est compliqué. je pense qu'au fond de toi, tu l'as et tu l'as assez vite. Mais je pense que le plus dur, ça va être de passer à l'acte. Parce que, honnêtement, on est des investisseurs qui sont quand même bien axés, pas dans l'analyse technique, hein, loin de là même, mais dans le fondamental. C'est-à-dire qu'on va suivre nos entreprises. Ton entreprise, si tu prends les 3 dernières années et son chiffre d'affaires il baisse, bon, bah, tu sais qu'il y a un gros problème, tu vois. Tu sais qu'au bout de 3 ans, quand une action, comment dire, quand une action technologique, etc., comme Apple va continuer de croître, de croître, de croître, bon, et que toi tu stagnes, tu sais que généralement c'est pas bon pour toi. Après Intel, je pense qu'Intel, les investisseurs, même, en fait, le problème d'Intel, c'est que c'était une entreprise, c'est le fleuron de l'industrie, tu vois. Hmm. Ça a été le fleuron de l'industrie et comme General Motors, tu vois. Et de se dire qu'en fait, bah, ça devient des entreprises de daube, tu vois, à la limite de la faillite et sans croissance. Je pense que tu dois t'en rendre compte au niveau des chiffres assez vite, hein. Tu vois les EBITDA qui fondent, tu vois les free cash flow qui fondent, la croissance qui ne répond plus. Bon, à partir de là, je pense que ta décision, je pense honnêtement le plus dur, c'est pas de s'en rendre compte parce que ça va être visible au niveau des fondamentaux et comment dire j'ai oublié le fil conducteur et des parts de marché. Mais le plus difficile pour l'avoir fait, c'est de vendre en perte. Ouais. Parce que vendre en perte, t'as plus de solution arrière. Tu prends tes pertes et tu vas te coucher, tu vois. Hmm. Et moi, je l'ai fait chez Soitec, je l'ai fait chez Ubisoft. C'est les deux seules fois où j'ai revendu en perte. Alors, c'était des petites positions, hein, c'était des toutes petites positions de mon portefeuille. Mais vu que j'ai jamais eu un portefeuille avec beaucoup d'actions, ça représentait quoi? Un ou deux, voire même pas 5% de mon portefeuille, hein, au plus haut. Et quand j'ai revendu, ça représentait ouais, entre 1 et 4% les deux. Enfin, les deux cumulés. Bon, tu vois, j'ai revendu Ubisoft, j'ai perdu, je crois 60% et sur Soitec, j'ai dû perdre une quarantaine de pourcents. Et honnêtement, de revendre en perte, ça fait mal. Ça fait mal et de passer le pas, c'est Ouais. je le souhaite à personne. Non, effectivement. Effectivement. Voilà, voilà. Est-ce que tu avais Euh, d'autres points? non, bah après c'est un peu comme d'habitude, hein. Pourquoi je revendrais une action? Bah c'est pas être pour de la réallocation de portefeuille. Par exemple, je sais pas.
tu te rends compte que à force d'avoir acheté des entreprises, tu as des entreprises du même secteur, que ce soit dans la technologie, dans la finance, ou même une devise. Par exemple, moi, mon portefeuille à 76%, il va être dans du dollar, tu vois. Mhm. Bon, ça me dérange pas du tout. Mais voilà, réduire l'exposition. Généralement, c'est rare que ça va m'arriver. Après, ça va être surtout pour vous, hein, mais tu vois, quand j'achète une action, j'essaie de la classer. En fait, il y a une partie de ma checklist qui va me dire euh, cette action, si tu l'as en portefeuille, qu'est-ce qu'elle va amener en fait à ton portefeuille, tout simplement, tu vois. Donc, quand j'ai acheté du Texas Instruments, bah c'est parce que j'avais pas de semi-conducteur en portefeuille. Donc, je me suis dit bon, ça peut être une bonne solution pour être investi dans ce secteur. Mais voilà, ça va être. C'est pour ça que j'ai des assurances, de la technologie, de la finance. Euh, voilà. Ok, très bien. Bah écoute, Bah, je pense qu'on a fait un moi j'ai tout dit on a personnellement. fait un bon tour du sujet. Et j'ai tout dit aussi. Je pense que globalement, il y a quand même beaucoup plus de moments où il ne faut pas vendre que de moments où il faut vendre une entreprise. Et je pense que dans votre vie d'investisseur, le plus dur, ça va surtout être de ne pas vendre quand, quand vous voyez que le cours de l'action baisse. Même si je pense que vendre, quand ça doit être justifié, ça doit être aussi très dur. Mais ça sera plus dommageable pour votre performance à long terme de vendre trop tôt parce que vous avez paniqué que de vendre trop tard parce qu'une entreprise a perdu de la valeur. Parce que si vous avez 10 actions en portefeuille et que sur le long terme il y en a 8 qui font faillite mais 2 qui font x100, vous avez battu le marché, vous vous en foutez, vous avez fait largement le taf sur votre performance. Donc il vaut mieux garder des positions très longtemps, quitte à ce qu'il y en ait certaines qui fassent faillite, ou qui, peut-être pas qui fassent faillite, mais qui fassent moins bien, pour avoir des baggers et avoir des entreprises qui peuvent exploser. Mais le seul moyen d'avoir des entreprises qui explosent en portefeuille, c'est de les laisser exploser, et pour ça, il ne faut pas les vendre, il ne faut pas prendre ses gains, il ne faut pas prendre ses profits. Voilà, tout simplement, il faut Voilà, laisser faut laisser le vivre. temps au temps. Buy and Faut laisser hold. le Voilà, faut laisser du temps au temps et comme dit François Rochon, pour être bon en bourse, il faut rester investi en bourse, donc ne vendez pas, restez sur vos Exactement. positions. Et rappelez-vous toujours de la phrase de Jack Bogle, Time in the market beats timing the market. Donc le temps que vous restez investi dans les marchés est Exactement. plus important qu'essayer de timer les marchés et qu'essayer de rentrer et sortir au bon moment. Mais écoute, je suis bien d'accord avec toi, Hugo. Et Ah bah c'est bah, pas avec moi qu'il faut être cette d'accord, c'est avec Jack Bogle. pour finir bah, cette vidéo, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, vos avis, ça nous intéresse. N'hésitez pas à nous donner des idées de podcast. Tout à Le fait. petit like, les 5 étoiles pour ceux qui nous écoutent en podcast. Voilà, partagez, partagez, c'est comme ça que la chaîne grandira. Et sur ce, bah, on vous dit à très bientôt, de bonnes vacances. Et dites-nous dans les commentaires si vous voulez les petits poèmes, les petites introductions de gens à chaque début de vidéo. Moi personnellement, Ouais, j'adore. bon bah ça continuera comme ça alors. Et nous, faut qu'on retourne l'ancien podcast du coup. Il va falloir qu'on retourne le podcast demain soir, du coup. Ouais. Et voilà, bah surtout Allez, bah, de très bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances. Et on se retrouve tous les lundis matin à 8h sur tous les canaux qui existent. ciao. Ciao, salut.